Bonjour, bienvenue dans le Café du Commerce. Nous recevons l'amiral Bernard Rogel. Vous êtes un habitué de l'émission. Bonjour, amiral. Bonjour. Vous avez été chef d'état-major particulier adjoint de Jacques Chirac, puis chef d'état-major particulier tout court du président Hollande, puis d'Emmanuel Macron. Vous avez été chef d'état-major de la Marine. Vous donnez maintenant des conférences, bientôt à la Sorbonne, à Sciences Po. Vous êtes également chargé de cours à l'Université de Bretagne occidentale. Et pour vous interviewer, Anne Catel-Mousset, qui est chef du service économique au Télégramme, et Martin Vaugoud, qui est journaliste politique. Alors, la première question, c'est le président de la République a lancé avec l'Arabie Saoudite la reconnaissance de l'État palestinien en début de semaine à New York. Les États-Unis et Israël, évidemment, y sont férocement opposés en disant que c'est une prime donnée à la reconnaissance du Hamas et à sa légitimation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien, moi, je crois que la solution à deux États, puisque c'est ça dont il s'agit, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis très longtemps, qui est, à mon avis, la solution pour résoudre un problème qui n'est pas nouveau. Hein, les tensions entre Israël et les Palestiniens datent en réalité de la naissance de l'État d'Israël. Mais exacerbé depuis l'attaque du 7 octobre, bien évidemment. Oui, alors on a d'un côté des gens comme la France, comme l'Arabie Saoudite, qui essayent de privilégier une voie, on va dire, diplomatique pour arriver à ça, en reconnaissant cet État palestinien qui, dont le territoire aujourd'hui se réduit quand même comme peau de chagrin, à la fois à Gaza, mais aussi par la politique de colon de M. Netanyahou en Cisjordanie. Donc je crois que c'est un pas nécessaire pour aller vers un processus de paix. Alors, de l'autre côté... Parce que les Français disent que ça renforcerait la sécurité d'Israël. C'est pas du tout ce que pensent les dirigeants de l'État hébreu. En fait, on a deux visions opposées. L'une qui est retrouver un momentum diplomatique, et la deuxième qui est aller jusqu'au bout de l'action d'Israël. Action qui a été déclenchée, il faut quand même toujours le rappeler, par les attaques monstrueuses du 7 octobre 2023. Mais la position de M. Netanyahou aujourd'hui, j'aime mieux dire la position de M. Netanyahou que la position d'Israël, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont opposés à cette position à l'intérieur même d'Israël, c'est d'aller jusqu'au bout et d'éradiquer le Hamas. Ce faisant, il prend quand même un risque considérable qui est de semer les graines des problèmes futurs. C'est-à-dire qu'avec ça... D'incruster la haine dans les générations. Oui. Enfin, aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe. Mais en même temps, c'est un conflit qui a été importé en France, et pas seulement en France d'ailleurs, aux États-Unis aussi. Martin Vaugoud. Oui, la décision du président Macron, on voit bien qu'elle suscite des inquiétudes dans la communauté juive en France. Et à votre avis, de quelle façon est-ce qu'il est possible aujourd'hui de rassurer les juifs de France ? Mais je crois que la meilleure manière de les rassurer, c'est d'expliquer. Vous savez que le président Macron a proposé de se rendre en Israël pour aller expliquer sa position, ce qui a été refusé par le gouvernement de Netanyahou. Je crois qu'il faut d'abord lutter fermement contre tous les actes antisémites qui pourraient ressurgir, et puis surtout avec une politique d'explication en disant que il ne faut pas simplement adopter des solutions de court terme, mais bien se projeter dans le temps long. Et encore une fois, ce qui se passe aujourd'hui, les attaques d'Israël sur le Qatar, ça réduit pratiquement à néant la volonté de pays comme l'Arabie Saoudite, qui était de se projeter vers une solution négociée, si je puis dire, avec Israël. Pour vous, le mouvement diplomatique fait par la France, il a vraiment une chance de porter. Ça peut... il portera. Quoi qu'il arrive, il portera. Ça peut véritablement changer les choses. D'abord, il a rallié un certain nombre de pays. Regardez ce qui vient de se passer la semaine dernière lors de la visite de Donald Trump en Angleterre. Le seul point de désaccord relevé par Donald Trump, c'était justement avec les Britanniques, c'était vraiment sur ce point-là. Donc il portera, et je crois que donner une certaine légitimité au territoire palestinien, à l'État palestinien, c'est aller paradoxalement, pour certains, c'est aller vers la paix. Ça ne va pas complètement brouiller les relations qu'on peut avoir avec Israël. Quelle ligne diplomatique il faut approuver. Ça va complexifier. Mais elles sont déjà... elles ont toujours été compliquées. Elles sont compliquées depuis
la création de l'État d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on a une forte communauté musulmane en France? Non, je ne crois pas. Simplement parce que ça relève de l'ambiguïté des textes qui ont été pris depuis la naissance d'Israël, puis ensuite avec les accords de Camp David, etc., etc. Donc on est dans... Enfin, on disait quand même qu'il y avait une tradition de la diplomatie pro-arabe en France au Quai d'Orsay. Oui, probablement. Mais je crois pas qu'il faut se mettre sur cet état-là. Ce qui déclenche aujourd'hui ce mouvement, ça n'est pas une tradition diplomatique. C'est simplement le constat de massacres de civils à Gaza. Alors, génocide ou crime de guerre? Moi, je rentre pas je suis pas habilité à rentrer dans ce genre de dialectique. Je crois que simplement, moi, si vous voulez, c'est en généralisant un peu et en sortant uniquement de la bande de Gaza, ce qui me préoccupe beaucoup aujourd'hui, comme vous savez, j'ai conduit les opérations interarmées de notre pays, et à l'époque, on a renoncé à des opérations pour éviter les dommages collatéraux sur les civils. Aujourd'hui, je note, et c'est général, c'est pas lié simplement à la bande de Gaza, qu'il y a le retour d'une certaine barbarie dans la guerre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de faire pression sur les populations civiles redevient, en faisant des actions militaires contre elles, redevient dans le mode de fonctionnement des États. Et ça, pour moi, c'est vraiment une catastrophe. Est-ce que quelqu'un vous pose une question sur les accords d'Abraham? Pas? Non, mais par contre... Parce que le président... plutôt le prince héritier saoudien, MBS, n'était pas présent à New York, et il a toujours dit qu'il ne pouvait pas y avoir d'accord de paix avec Israël tant qu'il n'y aurait pas une avancée sur cet État palestinien. Oui, mais c'est aussi dans la suite diplomatique générale de ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient, je crois. Et c'était le pas qui avait été fait d'ailleurs par un certain nombre de pays du Moyen-Orient vers Israël. Les fameux accords d'Abraham, les fameux accords les pays du Golfe d'Abraham, mais qui ont été mis à mal par ce qui se passe aujourd'hui. Alors on peut attribuer la responsabilité clairement au Hamas, qui a été les événements du 7 octobre ont été le déclencheur de ce recul, mais force est de constater aujourd'hui qu'on est dans une position qui est moins bonne pour la paix qu'elle l'était il y a quelques années. Donc il faut essayer de... Moi, j'interprète le mouvement de la France comme un nouveau momentum pour essayer de remettre Martin, alors justement, est-ce qu'il y a une chance de mettre avec ce plan français le Hamas hors jeu? Parce que c'est quand même une des grandes questions. Oui, mais je crois qu'il faut séparer les deux problèmes. C'est-à-dire, on a d'un côté une organisation terroriste, il n'y a pas d'autre mot, et vu les horreurs qu'ils ont pratiquées, ça renforce cette dénomination. Et puis de l'autre bord, il y a un État palestinien. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Ramallah avec le président de la République lorsque j'étais en fonction. On voit bien qu'il faut trouver une solution pour ces Palestiniens. On ne peut pas rester, parce que sinon on va entretenir le problème et dans quelques années, voire quelques dizaines d'années, on va retrouver exactement les mêmes causes et les mêmes effets. Donc je crois que ce pas diplomatique qui peut inquiéter, qui est une partie de notre population, mais ce pas diplomatique, moi, à titre personnel, il me paraît nécessaire. Oui, à condition, comme le dit Martin, que ce ne soit pas le Hamas qui prenne le contrôle de l'État palestinien. On va changer de conflit, mais le deuxième grand conflit dans le monde aujourd'hui est proche de nous, c'est l'Ukraine. Et le président Trump a exprimé sa déception à l'égard de Vladimir Poutine. Alors oui, et les semaines qui viennent de passer ont été marquées aussi par ces incursions de drones russes en Pologne, en Roumanie. Est-ce que ça marque est-ce que c'est un grand changement? Est-ce que la Russie est en train de tester l'OTAN? Est-ce que ça doit nous inquiéter, ou est-ce qu'on est dans ce qui relèverait plus de l'agitation? Comment vous l'analysez? Écoutez, moi je crois que sur cet événement des drones, je vais reprendre une phrase célèbre de Jacques Chirac qui était « Il faut raison garder et son calme conserver ». Je crois que ça fait partie... D'abord, je vais peut-être vous surprendre, mais du point de vue du militaire que j'étais, ça n'est pas un événement majeur. C'est-à-dire que c'est 19 drones en plastique et en contreplaqué qui ont certes franchi
une frontière d'un pays de l'OTAN. Parce que Trump a minimisé un peu. Mais militairement, je ne me mettrai pas sur le même plan que Donald Trump. Militairement, j'entends bien, militairement, ce n'est pas un événement majeur. Est-ce que c'est un test comme on peut voir en mer aussi oui, régulièrement regardez ce qui se passe dans les mers de Chine entre les bateaux philippins et chinois, c'est autrement plus violent que l'envoi de 19 drones. Regardez ce qui s'est passé par le passé dans nos rencontres entre des chasseurs russes et des avions de patrouille maritime français en Baltique. On est toujours dans cette espèce de, de test, de provocation. Moi, je crois... Alors, certains disent c'est une erreur. J'ai entendu un ancien ambassadeur c'est une erreur de Russie sur les chaînes d'infos disant non mais c'est une erreur, il ne faut pas en tenir compte. Alors c'est un peu paradoxal avec le discours qui tenait quelques semaines avant en disant que la Russie était vraiment une merveille technologique militaire, etc. Quand on est une merveille technologique militaire, on ne se trompe pas à ce point-là. Donc je pense que c'est une vraie provocation. C'est surtout le fait, il ne faut jamais oublier que Vladimir Poutine vient du KGB. Et que la technique du KGB vis-à-vis de l'OTAN et de l'Europe, ça a toujours été la fracturation. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils cherchent, c'est à diviser, c'est à faire peur. Et nous, quand on réagit très violemment à ce genre d'événement, eh bien, on s'autoflagelle, on se fait perdre nous-mêmes. Donc c'est vraiment, je pense que ça fait partie... Comme l'exercice Zapad d'ailleurs qu'on a en Biélorussie aujourd'hui, ça fait partie des méthodes de Poutine pour essayer de fracturer l'alliance. Il n'a aucune chance contre l'OTAN. À mon avis, il n'en a pas non plus contre l'Union européenne. Donc, il n'a pas été capable d'envahir Kiev. Ce qu'il cherche, c'est à fracturer les alliances pour mieux traiter, si je peux dire, les États. Ce qui est d'ailleurs un peu sur le plan économique la méthode de Donald Trump. Alcatel. Oui, mais c'est un test, un test certes avec 19 drones en plastique, ça va peut-être pas déclencher tout de suite une troisième guerre mondiale, mais ça montre aussi quand même qu'on avait une faille à la frontière. Moi, je vais toujours traiter ça militairement, si vous le permettez. Ça n'est pas une faille, c'est que la Pologne et les pays de l'OTAN ne sont pas encore en guerre. Donc on a des mesures de vigilance qui sont en place. Mais détecter une petite entrée comme ça, d'abord, ça n'est pas si facile que ça, parce que ça vole très bas, les drones en général. Et puis deuxièmement, encore une fois, ce n'est pas un fait militaire majeur. Moi, ce qui me rassure, à contrario, c'est de voir la réaction de l'OTAN qui, immédiatement, renforce les mesures de vigilance et finalement met en Pologne ce qu'on a mis en place dans les pays baltes. On n'a pas oublié que vous avez été aussi chef d'état-major de la marine. Vous deviez d'ailleurs aller au départ de la frégate Amiral Renard à Lorient. Et puis vous nous avez fait l'amabilité de venir plutôt assister à cette émission. On va d'ailleurs regarder le sujet de ce départ hautement symbolique de la frégate française. La frégate Amiral Renard quitte le port de Lorient ce lundi 15 septembre après une dizaine d'années de conception et de construction. Alors voilà 3 points à retenir sur ces frégates nouvelle génération. Le premier, c'est que ce sont des bateaux high-tech. La grande nouveauté de cette génération de FDI, c'est que tout est 100% numérique. Fini les marins qui observent les alentours avec des jumelles. Ici, la salle de contrôle laisse voir l'environnement à 360 degrés de jour comme de nuit. Un choix particulièrement intéressant face aux nouvelles menaces en mer. Les choix qui ont été faits à l'époque, notamment de tous ces capteurs, ce radar notamment numérique à antenne active, qui est extrêmement performant, et bien aujourd'hui on en voit tout l'intérêt. Parce que typiquement ce genre de radar, c'est extrêmement utile non seulement pour aller capter des drones, mais aussi ces radars, ils sont très adaptés aux nouvelles menaces qui sont les missiles hypersoniques et supersoniques et les missiles balistiques tels qu'on en voit en mer Rouge. Deuxièmement, c'est une importante opportunité économique pour la région et pour la France. Environ 4 milliards pour les 5 navires commandés par l'armée française, 2,5 pour les 3 qui partiront en Grèce. Ces navires de guerre représentent un enjeu économique important pour le port de Lorient et pour la France en général. Et troisièmement, ce n'est que le début de l'histoire de ces FDI. Le dernier navire de la précédente version des FDI, les Frems, a été livré en 2022 et à présent, l'Amiral Renard n'est que le premier de sa génération. Aujourd'hui, les commandes françaises, elles sont étalées jusqu'en 2032. On a 3 frégates qui ont été commandées par la Grèce. La première sera livrée à la fin de cette année. Les 2 autres, on va dire entre 26 et 27. Et il y a une 4e qui devrait être commandée prochainement, probablement pour 2028. Donc aujourd'hui, l'horizon déjà de travail, il va jusqu'en 28.
Et après, effectivement, il faut remplir le carnet de commandes avec d'autres FDI. Mais le fait d'avoir ce bateau qui arrive maintenant justement dans la Marine nationale, qui va être éprouvé, mis en service, ça va aussi être, en plus des très bons retours qu'il y a eu des SMR, ça va être un argument commercial assez majeur pour Naval Group pour justement vendre ses bateaux à l'export. À court terme, l'amiral Renard devrait arriver au port de Brest ce lundi et être livré définitivement le mois prochain. Alors Anne Cattel, sur cette industrie navale en pleine expansion, oui, parce que justement, c'est ce qui est intéressant dans le militaire et dans les commandes militaires, c'est que ça prend du temps. Vous dites que vous étiez au début de la commande de cette frégate FDI et finalement, elle arrive à un moment où la guerre a un peu changé en Europe, mais est-ce qu'elle est quand même adaptée aux conflits à venir et potentiellement à venir et aux conflits actuels ? Alors c'est vrai que j'ai lancé ce programme de FDI en tant que chef d'état-major de la Marine, et ce qui avait été très intéressant sur ce programme, c'était ce qu'on appelle le travail en plateau. C'est-à-dire qu'on s'est mis avec la DGA, avec Naval Group, avec les industriels et la Marine nationale. On a retiré toute l'expérience des conflits qu'on venait d'avoir, et puis surtout, on a pensé à l'avenir. Les drones, la compréhension des drones, ça date des années 2013-2015 à peu près dans notre pays. La montée en puissance ensuite a été assez exponentielle, mais en tout cas, on avait déjà conscience. Et quand on a fait ce bateau, on a voulu à la fois en faire un bateau anti-sous-marin, parce que c'était l'une de mes préoccupations à l'époque, c'était de voir le retour des sous-marins nucléaires d'attaque russes pour des patrouilles de longue durée et un taux d'emploi à la mer qui était assez nouveau. Et puis on voulait aussi avoir les fameux radars plaques dont il est fait mention dans ce reportage pour justement se couvrir de toutes ces nouvelles menaces aériennes, y compris les plus faibles en termes militaires. Donc c'est un travail qui est, c'est vrai, 2015-2025, oui. C'est 10 ans. Donc, et pendant ces 10 ans, on ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un plan en 2015 et on l'a laissé figer. On s'est adapté aussi au fur et à mesure par des conversations avec les industriels qui sont aussi intéressés parce que notre force en France, c'est que le retour d'expérience opérationnelle de la marine française, qui est l'une des meilleures au monde aujourd'hui, il faut bien le dire, en termes d'effets opérationnels, eh bien, ce retour d'expérience est partagé avec nos industriels et réintégré immédiatement dans... Alors vous dites que la marine française est la meilleure au monde, cocorico si je peux me permettre, mais en même temps... Il faut le dire, mais la Chine n'est pas en reste. Ils ont soit construire un 4e ou un 5e porte-avions. On voit tous les incidents qui se passent maintenant en mer de Chine avec le contexte, l'arrière-plan de Taïwan. On voit que les Russes enragent un peu de ne plus avoir un accès à toutes les mers, notamment chaudes, depuis qu'ils ont perdu la Syrie. Ça redevient, et puis tout à l'heure on parlait de la Baltique, qui serait le lac, un lac de l'OTAN. Ça veut dire qu'il n'y a que l'OTAN qui a le contrôle de la Baltique. Enfin, ces enjeux maritimes deviennent de plus en plus importants. Oui, ils sont importants. Alors pour m'arrêter 30 secondes sur votre analyse de la Chine, et je suis heureux de vous entendre dire que la Chine construit son 4e porte-avions, puisque en France, de temps à autre, on entend des voix qui se demandent si vraiment les porte-avions sont les armes de l'avenir. Bien, en tout cas, ce que j'observe, ma réponse est oui, naturellement, et ce que j'observe, c'est que la Chine en est à son 4e porte-avions, que son 4e porte-avions, il va être nucléaire et avec des catapultes électromagnétiques, que l'Inde a 2 ou 3 porte-avions, dont l'un en construction, que l'Italie a déclaré qu'elle ferait à terme un porte-avions nucléaire, que la Turquie a déclaré qu'elle a fait un porte-avions, qu'elle ferait un porte-avions mix porte-avions, porte-drones, et puis que la Grande-Bretagne a toujours 2 porte-avions, sans oublier les 11 porte-avions américains. Donc il faut se garder bien de jugements trop hâtifs, et je crois qu'en termes de projection de puissance, parce que maintenant, comme vous l'avez souligné, il faut qu'on soit capable de se projeter à n'importe quel point du monde, puisque la situation géopolitique actuelle, elle a une conséquence très claire pour les marins, c'est le renouveau stratégique des théâtres maritimes. Et on voit, alors, soit par débordement des conflits à la mer, c'est le cas de la Baltique,
Baltique, effectivement, qui pour les Russes devient un enjeu majeur, puisque avec l'adhésion de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, effectivement, on peut considérer que la Baltique est sous contrôle de l'OTAN, mais aussi la mer du Nord, la mer Noire, qui sont désormais des lieux de friction, la mer Rouge, qui est aussi victime, si je peux dire, du débordement du conflit israélo-iranien. Et puis les mers de Chine, où ça frotte tous les jours entre marines, et, avec des images assez spectaculaires, des frégates philippines et chinoises qui vont même jusqu'à se rentrer dedans. Pour un pays comme la France, est-ce qu'il est vraiment possible d'être partout, sur toutes les mers, ou est-ce que la France va devoir se concentrer sur certains océans, peut-être choisir par exemple l'océan Indien plutôt que l'Indo-Pacifique? D'abord, la France est même si nous avons un porte-avions en Nouvelle-Calédonie. La France est présente sur toutes les mers par ses territoires ultramarins. Donc déjà, on est face à un objectif stratégique qui est de couvrir notre archipel, si je puis dire. Nos compatriotes ont souvent... Mais quand même, la question est pertinente, parce que nos moyens, même s'ils augmentent, ils ne sont pas illimités. Mais j'allais y répondre. Ça veut dire que oui, il faudra qu'on on renforce probablement le contrôle de nos zones économiques exclusives. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de friction et beaucoup d'appétence pour la mer. C'est ce que j'appelle l'arrivée des nouvelles frontières qu'on voit dans l'est de la Méditerranée, qu'on voit en mer de Chine. Et puis, il faudra probablement concentrer nos moyens là où ça chauffe le plus. Il faudra bien que... Je voudrais simplement signaler que dans la politique de défense française, on a toujours fait partie d'alliances. Et que ces alliances, que ce soit l'Union européenne, qui nous a permis de faire l'opération Atalanta et de réduire la piraterie en océan Indien, que ce soit l'OTAN, avec toutes les incertitudes qu'on connaît sur la position du président Trump, mais elles sont nécessaires. Et puis c'est la raison pour laquelle aussi nous cultivons des partenariats stratégiques avec des pays comme le Brésil et l'Inde. Et il y avait une question quand même, Alcatel, sur la défense européenne. Est-ce qu'elle a une réalité quand on voit quand même l'accord qui a été conclu par Madame van der Leyen avec le président Trump, où visiblement les droits de douane ont été augmentés, mais nous, ce que nous avons augmenté, c'est nos livraisons, ou nos achats plutôt de gaz et en tout cas dans les engagements qui ont été pris de gaz et d'armement. Je crois qu'il y a eu une bonne question. Oui, il y a eu quelques signaux récents que l'Europe, ça y est, a enclenché peut-être aussi une vraie Europe de la défense, avec notamment le programme SAFE qui a été dévoilé, donc 150 milliards d'euros de programmes qui vont être prêtés aux États membres par l'Europe, mais sous condition justement notamment qu'ils achètent des produits, des armes et de l'équipement européen. Il y a ça, il y a Thales qui a obtenu un gros prêt de la BEI aussi pour développer des nouvelles capacités. Est-ce que ça y est, on a enclenché l'économie de guerre qu'on a appelée récemment, ou c'est encore trop faible? Non, je pense que le mouvement est enclenché avec deux inconnus encore, qui sont l'attitude des États-Unis d'Amérique. Et ce doute-là, il persiste, même si de ce point de vue-là, le dernier sommet de l'OTAN a été plutôt rassurant. On n'a pas vu de grandes déclarations, comme certains le craignaient du président Trump, de se retirer de l'OTAN. Et puis le deuxième point, c'est toujours une ambiguïté sur l'appréhension des sujets géopolitiques par l'Union européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de pays qui regardent dans des directions différentes. Quand vous êtes en Europe de l'Est, vous regardez la Russie. Quand vous êtes au sud de l'Europe, vous regardez la Méditerranée. Il y a deux pays qui regardent, même si l'un n'est plus dans l'Union européenne, la Grande-Bretagne, avec la France, on a plutôt une vision mondiale. Donc ce qui est important, je crois, aujourd'hui, c'est d'abord de constater que ça avance. Mais ça avance singulièrement depuis 2017, avec la coopération structurée permanente, avec l'Agence européenne de défense. Alors ça, c'est un peu à part, puisque les accords de Lancaster ont été faits avec la Grande-Bretagne dans le cadre de la relation bilatérale et pas dans le cadre européen. Avant le Brexit. Mais ce que j'observe aujourd'hui, c'est que la Grande-Bretagne, militairement en tout cas, se rapproche de l'Union européenne. Donc oui, le mouvement est enclenché. Je pense que, de toute manière, que quelles que soient les décisions du président Trump, le mouvement américain vers l'Indo-Pacifique
est enclenché lui aussi, et que la deuxième chose qui est enclenchée côté américain, c'est le fait qu'il nous demande de plus en plus, et pour moi à juste titre, nous prendre en main. de nous prendre en main et d'assurer notre propre défense. Dans un monde qui change de paradigme stratégique. Peut-être une petite question pour finir de Martin sur une guerre qui ne dit pas son nom. Vous voyez à quoi je pense, Martin? Est-ce que vous pensez au narcotrafic, Hubert? Je vous connais bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel rôle peut jouer la Marine nationale dans cette lutte contre les narcotrafics, qui est évidemment devenu un sujet de préoccupation pour tous les États et la France en premier lieu? Elle joue un rôle majeur, et il faut rappeler que l'année dernière, la Marine a saisi plus de 40 tonnes de cocaïne, 40 tonnes de drogue à la mer, donc une grande partie de cocaïne, et que cette année, ils vont probablement battre leur record. Donc, en fait, ce qui se passe sur la guerre contre les narcotrafiquants, c'est que le marché nord-américain, si je puis dire, est de plus en plus occupé par les drogues de synthèse et moins par la cocaïne. Et donc, les flux de cocaïne se détournent vers l'Europe. Et pour arriver en Europe, forcément, d'Amérique du Sud vers l'Europe, il faut passer par la mer. Et ça sera le mot de la fin, Amiral. Nous sommes à la fin de l'émission. Et donc, oui, la marine a un rôle essentiel. Et ce qui est préoccupant aujourd'hui, c'est de voir la criminalité organisée, pas seulement le narcotrafic, s'opérationnaliser, c'est-à-dire avoir des modes d'action qui sont presque militaires aujourd'hui. Merci Amiral, merci Anne Cattel, merci Martin, merci pour toutes ces explications géostratégiques passionnantes. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. En attendant, portez-vous bien, passez un bon week-end, à bientôt.